Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Moi, écoutez, ça va super. J'ai jamais été aussi bien installée pour une vidéo ASMR. Donc, comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, je suis chez mes parents. Et donc, mes parents en plus sont en déménagement. Attendez, je remets bien mes cheveux parce que comme je viens de les laver, si je commence à les mettre derrière, ça va me les figer. Donc, mes parents, oui, sont aussi en déménagement en plus. Donc, c'est pour ça que je me trouve des petits spots. Mais je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est plus facile de trouver des spots là qui sont en déménagement que quand ils étaient pas en déménagement. Peu importe. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un true crime. Je vous ai pas oublié avec les true crime. Vous avez été beaucoup à me demander souvent est-ce que tu vas refaire des true crime, etc. Évidemment. C'est juste que tout comme les vidéos histoire, tout comme les vidéos marketing, en fait c'est des formats de vidéos que je vais continuer à faire parce que j'adore les faire, mais ça demande beaucoup de recherche. Du coup ça met du temps après à être tourné. J'aime bien, je veux pas apprendre par cœur, mais j'aime bien essayer de maîtriser un minimum ce que je dis, même si après je vais tout oublier une fois que j'ai filmé. Mais voilà, donc c'est des vidéos qui prennent du temps, mais ne vous inquiétez pas, c'est pas parce qu'il y en a pas depuis longtemps que ça veut dire qu'il y en aura plus. Il y aura toujours des vidéos true crime, il y aura toujours des vidéos marketing et il y aura toujours des vidéos histoire. Donc avant de commencer, si jamais vous êtes tombé sur cette vidéo par hasard, que vous ne savez pas c'est quoi un true crime, et en fait là je vais raconter une histoire réelle qui parle d'un crime. Donc dans cette histoire particulièrement, il n'y a rien de particulièrement sordide, à part le fait que ce soit un meurtre, mais dans le sens où il n'y a pas, j'ai pu des fois parler d'affaires qui étaient avec beaucoup de détails sanglants ou moralement dérangeants. Là c'est un meurtre, voilà, c'est pas sordide mais ça reste un meurtre, donc ça peut choquer. Et donc si vous savez que vous avez une certaine sensibilité, ne vous infligez pas l'écoute de cette vidéo et allez vous détendre avec des vidéos peut-être plus comment dire, d'un meilleur mood peut-être. Pour ceux qui connaissent le true crime, pour ceux qui restent, pour ceux qui aiment bien, et écoutez, on va partir. J'ai ma tablette comme d'habitude avec moi qui est posée. Hop. Alors nous sommes en 1910, en mars 1910, et nous sommes dans la ville de Nice. Nice. Alors un monsieur qui s'appelle Auguste
observation directe et tout ça avec une nouvelle méthode, c'est-à-dire qu'il a été le premier à utiliser la méthode photographique. Il a reçu pour ça plein de prix. Donc par exemple en 1889, le prix Valls de l'Académie des sciences de Paris. Quelques années plus tard, le prix de l'Académie des sciences de Washington, qui a couronné Auguste Charlois pour avoir retrouvé l'astéroïde Andromaque. En 1899, il a reçu un autre prix, un prix de la Société astronomique de France. Ils lui ont décerné le prix Janssen pour ses travaux sur les petites planètes. Donc voilà, Auguste Charlois, c'est quelqu'un qui est important dans l'astronomie mondiale. Et il habite à l'observatoire de Nice sur la colline du Mont Gros. Mais comme la colline du Mont Gros, elle est loin de tout, et bien Auguste Charlois et sa femme, ils ont aussi un petit appartement en ville, et c'est là que le crime a eu lieu. Alors, qu'est-ce que le légiste nous dit? Le légiste, il nous dit que la balle qui a tué Auguste Charlois, c'est une balle de 6 mm. Elle a traversé le cœur et après un trajet d'environ 25 cm dans le corps, elle est venue se loger dans les muscles du dos d'Auguste Charlois. Alors, les policiers, comme je vous le disais, comme ils n'ont pas tellement d'informations, ils vont demander aux proches d'Auguste Charlois, proches, que ce soit les proches géographiquement, tout ce qui est voisin, mais tout ce qui est aussi entourage proche. Ils commencent à parler avec les petites commères du quartier qui n'ont rien à dire sur Auguste Charlois, à part le fait que voilà, il est astronome, il est connu, mais sinon rien de bizarre en tout cas. Ensuite, les policiers vont parler avec les amis d'Auguste Charlois et ce sont eux qui vont donner une piste aux policiers. Plus qu'une piste, ils vont leur donner un nom, le nom du docteur Pringuès. Alors, c'est quoi cette histoire avec le docteur Pringuès? Il faut savoir que Madame Charlois, dont je vous ai parlé au début, celle qui était avec son mari quand il est mort, Madame Charlois, c'est pas la première femme d'Auguste Charlois. Avant Auguste Charlois, il était marié avec une femme qui s'appelait Marie Michel. Ce fameux docteur Pringuès, il est marié à la sœur de Marie Michel. Donc c'était le beau-frère d'Auguste Charlois, ex-beau-frère. Donc les deux sont mariés, chacun a une sœur. Docteur Pringuès, il a 46 ans et d'après les amis d'Auguste Charlois, il exerce à Nîmes. Alors, pourquoi les amis ils donnent ce nom aux policiers? Le fait que ce soit l'ex-beau-frère d'Auguste Charlois, ça n'en fait pas forcément un coupable. Alors, les amis ils ont donné ce nom policier parce que cette Marie Michel, donc la première femme d'Auguste Charlois, elle est morte en novembre 1902 d'un érysipèle infectieux compliqué par une méningite. Elle était divorcée, c'est-à-dire que Marie Michel, au moment où elle est morte, elle était déjà divorcée d'Auguste Charlois. Mais elle avait toujours dit qu'elle allait donc tout léguer à sa sœur Thérèse, la femme du docteur Pringuès. Mais étrangement, un peu avant sa mort, elle a modifié son testament. Donc sur papier, elle a écrit au crayon qu'elle léguait une grande partie de sa fortune à son ex-mari, donc Auguste Charlois. Donc cette Marie Michel, divorce d'Auguste Charlois, met sur son testament qu'elle va tout léguer à sa sœur et donc au docteur Pringuès. Elle tombe malade et là elle change son testament et elle dit qu'elle lègue la plus grosse partie à son ex-mari Auguste Charlois. Et donc les amis donnent le nom du docteur Pringuès parce que docteur Pringuès étant marié à Thérèse, la sœur de Marie Michel, il aurait lui aussi hérité de ce que Thérèse, Marie Michel avait. Donc à l'époque, quand Marie Michel est décédée, docteur Pringuès, il n'était pas du tout content de cette histoire de testament changé à la dernière seconde qui a fait perdre à lui et sa femme beaucoup d'argent. Et donc il avait porté plainte en disant que le testament était faux.
déposées contre lui. Dans ses lettres, Dr Pinguès il dit: nous venons de recevoir une communication du jugement. Vos intrigues et mensonges sont couronnés de succès. Nous ne rappelons pas le souvenir de cette malheureuse que vous avez épousée et estimée pour son argent. Donc ça, il n'a pas écrit que ça, mais entre autres, en tout cas, c'était des trucs de ce style qui montrent que Dr Pinguès il avait bien un compte à régler avec Auguste Charlois. Donc les policiers ont assez d'informations pour aller jusqu'à Nîmes l'interroger. Et donc le docteur Pinguès il reconnaît que oui, il a écrit ces lettres, mais il leur fait remarquer qu'il n'y avait rien de méchant dans ces lettres. En tout cas, il n'y avait pas de menace, il y avait de la colère, mais aucune menace de mort ou quoi que ce soit. Et c'est vrai. Et en plus d'être vrai, docteur Pinguès il a un alibi. Le jour du crime, il était à Millau, puisqu'il était allé voir des patients. Donc il a pris le train à 2h de l'après-midi, il est rentré à Nîmes le soir. Il dit qu'il a dîné chez lui et ça s'est confirmé par sa femme. Après ils sont allés se coucher et à minuit, donc au moment où on a tiré sur Auguste Charlois, et bien lui il est en train de dormir avec sa femme chez lui à Nîmes. Alors il a un alibi, mais c'est un alibi, comme je vous l'ai dit, qui a été confirmé par sa femme. Donc disons que c'est confirmé par quelqu'un, mais pas quelqu'un de très très objectif. Mais en plus de sa femme, quelqu'un d'autre témoignant sa femme en sa faveur, c'est sa bonne, Elisabeth Bonne, qui elle aussi appuie ce témoignage du fait que voilà, il allait voir les patients, il est rentré manger et il a dormi. Il y a quand même un autre problème, bien que la bonne ait elle aussi témoigné en appuyant ce que la femme a dit. Le problème, c'est qu'on n'a aucun témoin de tout ce qu'il raconte, c'est-à-dire que personne ne l'a vu à la gare quand il est rentré de Millau, personne ne l'a vu rentrer de la gare à pied jusqu'à chez lui. Et donc voilà, c'est quand même, ça fait poser un peu question. C'est bizarre que personne ne l'ait vu alors qu'il a fait du trajet. Il y aurait bien une personne au moins qui l'aurait vu. Les policiers, avant de le laisser, lui posent une dernière question: est-ce qu'il a une arme? Et donc il répond que non et qu'il n'en a jamais eu. Pendant ce temps-là, la balle qui a tué Auguste Charlois, il est envoyé à Jean Grivola. Alors c'est qui ce Jean Grivola? Jean Grivola, c'est un armurier qui est un expert de Saint-Étienne. Jean Grivola, il explique aux policiers qu'il a examiné au microscope les rayures occasionnées par le tir. Et donc, il dit qu'il est quasi sûr qu'on a utilisé un pistolet de la marque Browning. Pour l'instant, ça ne nous aide pas tellement puisque on a une marque mais on n'a pas un propriétaire et qu'en l'occurrence la seule personne qui était soupçonnée, Dr Pinguès, lui dit qu'il n'a pas d'arme, donc ça ne nous aide pas beaucoup. Malgré tout, je ne vous spoil pas, mais cette information de Jean Grivola, l'armurier expert, est très importante. Vous allez voir pourquoi, parce que cette affaire, en plus d'être voilà, une affaire de crime, c'est aussi une avancée. Vous verrez pourquoi, mais en tout cas, c'est une information importante et qui n'est pas dit juste comme ça et qui ne servira à rien. Quelques jours plus tard, on a un pharmacien qui habite à Nîmes qui arrive au commissariat en disant qu'il connaît très bien le docteur Pinguès et qu'il a quelque chose à dire aux policiers. Il leur explique que le lendemain du meurtre de l'astronome Auguste Charlois, docteur Pinguès il est venu à l'officine et il a demandé à son préparateur de lui garder un paquet. Donc le pharmacien travaille à l'officine et le pharmacien il a un préparateur, je pense à son employé. Donc docteur Pinguès demande au préparateur de lui garder un
médecin, il est allé chez lui pour signer son acte de décès. Et quand il est allé chez lui signer son acte de décès, il a volé le pistolet à son ami décédé. Donc, est-ce qu'il n'avait pas déjà l'intention de tuer quelqu'un? Ça, on peut pas le savoir, mais surtout, où est le pistolet? Les policiers enquêtent et ils découvrent qu'il a donné le pistolet. Finalement, après avoir essayé de le faire garder par le préparateur, il l'a finalement fait garder à un de ses patients, un capitaine qui savait pas ce qu'il y avait dedans. Donc le commissaire va charger le paquet, l'ouvre et c'est bien un Browning avec 16 balles. Donc le Browning, comme ce que Jean Grivola, l'armurier et expert, avait analysé. En même temps, sur les lieux du crime, on trouve une deuxième balle qui est envoyée chez l'expert de Saint-Étienne. Alors à l'époque, Saint-Étienne c'était la capitale des armes. Voilà pourquoi tout est envoyé là-bas. Donc la deuxième balle est envoyée à Saint-Étienne. Ensuite, le juge, il organise une reconstitution chez Charlois, là où le crime a eu lieu. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait souvent encore aujourd'hui. Quand on a, je sais pas si c'est que quand on a un suspect, mais je crois que oui, quand on a un suspect, ils refont faire en fait la scène du crime. Donc ils refont faire au potentiel tueur tout ce qu'ils ont comme info, ils lui font faire les mêmes gestes au même endroit, etc. Donc ils organisent une reconstitution chez Auguste Charlois, là où à minuit il a été tiré dessus. Et donc Docteur Pinguès, comme il est soupçonné, c'est lui qui doit jouer le tueur. Et donc il demande, il lui dit allez-y, il lui demande de tout refaire pareil. Donc il lui demande aussi de crier comme le tueur il avait fait après avoir frappé en disant Monsieur Charlois, un télégramme. Sauf que Docteur Pinguès ne veut pas. Donc on lui demande pourquoi et il dit c'est très vexant parce que en fait je sais pas si vous vous rappelez, mais au début je vous ai dit que la personne qui a frappé quand elle a dit Monsieur Charlois un télégramme, elle avait un accent provençal et lui dit que c'est vexant parce qu'il dit que lui il a l'accent gascon et qu'on lui demande de faire l'accent provençal et donc c'est très vexant pour lui. Peu importe, il est emmené en procès. Voilà, donc son procès s'ouvre 9 mois après le crime. On a assez d'informations pour le soupçonner vraiment lourdement. Et donc 9 mois après le crime, en décembre 1910 à Nice, son procès s'ouvre. Pendant toute l'instruction, Dr Pinguès dit qu'il est innocent. Mais dès le premier jour, disons que c'est déjà un peu foutu pour lui. Pourquoi? Dans son alibi, il avait dit qu'il avait dîné à la maison avec sa femme, qu'ils allaient se coucher, vous vous rappelez? Et vous vous rappelez que sa femme l'avait confirmé, mais ça on sait que c'est pas très objectif, mais sa bonne l'avait aussi confirmé
dans l'histoire du crime qu'un expert en balistique vient rétablir une vérité dans un procès. Jean Grivola, voilà ce qu'il explique. Il explique que on lui a d'abord présenté la balle qui a été extraite du corps de la victime. Il a observé les stries, donc les traits au microscope, et donc il a été en mesure de dire que la balle a été tirée par un pistolet Browning. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ensuite, on lui a apporté une deuxième balle qui présentait la même marque sur le culot d'un percuteur légèrement décalé avec des stries particulières. Elle était identique à la première balle. Ensuite, on lui a remis un pistolet Browning qui a été trouvé dans le cadre de l'enquête et il a effectué des tirs de comparaison avec l'arme dans de la ouate de manière à ce que la balle ne se déforme pas. Il a fait donc ses tirs avec le pistolet donc trouvé, c'est le pistolet Browning qui a été récupéré du docteur Bringuès, et donc après avoir photographié les douilles et après avoir réalisé des agrandissements photographiques, il a retrouvé les mêmes caractéristiques que dans les deux étuis qu'il avait observés précédemment. Donc les balles qui ont été retrouvées sur les lieux du crime ont les mêmes traits que les balles qu'il a tirées avec l'arme ensuite. Elles sont identiques. Donc il explique que ces marques-là, elles sont en quelque sorte la signature de l'arme. Et il en conclut donc de façon absolument formelle que la balle qui a tué Auguste Charlois provient de l'arme du docteur Bringuès. Et donc c'est quelque chose d'incroyable parce que c'est la première fois qu'un expert en armes a dit et a pu dire que chaque arme et chaque pistolet et chaque revolver et chaque carabine avait une signature unique. Le troisième jour du procès, alors là déjà ça sent vraiment pas beau pour Bringuès, et bah on va dire que c'est la cerise sur le gâteau. Il y a un garde champêtre, Mantel, enfin c'est son nom de famille Mantel, qui explique qu'après le crime, la femme du docteur Bringuès a essayé de corrompre un de ses collègues. Il explique qu'elle est allée voir la femme de ce collègue et qu'elle lui a dit que si son mari déclarait qu'il avait vu le docteur sur la route de Millau, elle lui donnerait 3000 francs. On est donc sur de la subornation de témoins. Le président décide de renvoyer l'affaire. On a un deuxième procès 2 mois plus tard et à l'issue de ce procès, le docteur Bringuès est condamné pour assassinat aux travaux forcés à perpétuité. L'histoire est quasiment finie, mais il y a quand même eu un petit rebondissement. Figurez-vous que 4 mois plus tard, Bringuès est mis dans un train direction le pénitencier de l'île de Ré. C'est de là que les forçats partent pour le bagne de Guyane. Donc Bringuès, il arrive là-bas avec 5 autres forçats et à la sortie de la gare, il s'échappe. Il se met à courir, il saute dans un omnibus qui est les cars de l'époque et il court à travers le wagon, mais il trébuche et il finit par se faire reprendre. Mais bon, il a failli s'enfuir. Finalement, le bateau à vapeur qui l'emporte vers la Guyane part le 2 août 1912. Ils sont 454 forçats. Arrivés sur place, comme Bringuès est médecin, et bah ça se passe plutôt bien pour lui. On a toujours besoin d'un médecin dans un bagne. Et donc très vite sa peine est commuée en 20 ans de travaux forcés. C'est abusé, il passe de perpétuité à 20 ans. Mais au final, il va pas sortir quand même plus tôt parce qu'il finit par mourir au bagne avant la fin de sa peine en février 1926, soit 16 ans après avoir tué son ex-beau-frère Auguste Charlois. Donc voilà pour le meurtre d'Auguste Charlois. On était bien sur un crime motivé par une vengeance due à de l'argent. Et c'est quand même fou qu'il y ait eu cette avancée. C'est une histoire que j'ai connue
avec On de la raconte. Je vous en parle souvent parce que j'écoute tout le temps ses true crime à lui. Et de temps en temps, c'est vrai que quand il raconte une histoire et qu'il parle d'une avancée comme là, le fait que ce soit l'expert en armes qui a pu vraiment donner la preuve en fait que oui, c'était bien cette arme là qui donc machin, etc. Et ben je trouve que c'est quelque chose de fou. Aujourd'hui, on a plein de nouvelles techniques qui sont utilisées dans les